Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau groupe et aujourd'hui on s'attaque au groupe C. Après s'être attaqué au groupe A et au groupe B que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui c'est le groupe C avec 4 nouveaux invités. C'est parti les présentations. Le représentant de la Serbie, ça sera Bojan de Futbolski Ram, qui est vraiment le compte numéro 1 pour suivre tout le football serbe. Comme vous pouvez le voir, on peut voir des images d'archives, de l'actualité, même du tennis comme vous pouvez le voir avec Djokovic. Il a même fait des apparitions sur des autres comptes. Franchement, c'est vraiment top. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Le Danemark sera représenté par Antonin de Nordics Football qui nous fait l'honneur d'être présent sur notre chaîne. Comme vous pouvez le voir, le compte relaye toutes les actualités sur le football des Vikings et en plus de ça, il y a beaucoup de pépites à aller chercher dans ces championnats. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment quali. La représentante de l'Angleterre, c'est Mary de Joueurs Anglais. Le compte numéro 1 pour suivre toute l'actualité, les performances des joueurs et des entraîneurs anglais. Franchement, le compte est vraiment quali, donc n'hésitez pas. Et surtout cette année, il y a eu l'éclosion de tout plein de cracks anglais, donc franchement, le compte est vraiment top. Le représentant de la Slovénie, c'est Gabriel de Football Slovène FR sur Twitter. N'hésitez pas à lui donner de la force, le compte est propre. En espérant que la propagande Cesco marche et qu'il réalise un super euro. Salut à tous les gars, on se retrouve pour la suite de notre concept Road to Euro 2024 avec le groupe C et on est avec 4 experts. Avant de commencer de parler du programme, on va déjà faire les présentations. Alors on est avec Gabriel de Football Slovène FR. Salut. Merci déjà pour ta présence et je voulais un peu savoir c'était quoi ton lien du coup avec le football slovène et aussi qu'est-ce que tu fais avec ton compte? Alors, pour le coup, j'ai aucune relation de sang, on va dire, avec la Slovénie. C'est venu depuis mon adolescence une espèce de passion pour la Slovénie qui m'y a amené à l'époque où j'étais au collège ou au lycée la première fois, et puis après, de fil en aiguille, je m'y suis fait des potes. Et puis j'y suis retourné chaque année depuis, et vrai coup de cœur pour la Slovénie, qui est une pépite en Europe pour info, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Et en fait, une des premières personnes que j'ai rencontrées là-bas, la première fois que j'y suis allé, en fait, c'était un ultra du club d'Olympia à Ljubljana. Donc ça a été le premier contact avec le foot slovène. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai continué de suivre le championnat, les résultats de l'équipe nationale, etc., etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui parlait de foot slovène. Donc je me suis dit, bon, bah vas-y, dans le temps que j'ai à côté de la vie normale, je vais me lancer là-dedans, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis bah, finalement, ça permet de vivre des moments plutôt sympas, des temps forts. Cette année, on avait justement Ljubljana en Coupe d'Europe, en Ligue Europa Conférence. Donc, je crois que c'était la première fois qu'un club slovène était qualifié pour une phase de poule depuis que j'avais ce compte. Et puis bah, bien sûr, après, sur les phases internationales, il y a toujours des temps forts qui permettent de mettre en avant le pays. Et puis maintenant, on a des petites pépites qui commencent à arriver. Je pense bien sûr à Šeško. Et donc voilà, grosso modo, le lien que j'ai avec la Slovénie, c'est ça. Au départ, un peu par hasard, et puis maintenant, une vraie passion. On peut passer au football danois avec Nordics Football qui est représenté par Antonin. Salut. Bah ouais, du coup, moi, j'ai aucun lien non plus avec le Danemark de base. J'ai toujours suivi un petit peu les petites divisions en Europe, en général dans le football. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser au football nordique pendant le confinement, quand il n'y avait plus de foot. Du coup, il y a le championnat norvégien qui avait repris avant tous les autres. Donc j'ai commencé à regarder le football nordique à partir de là. Et j'ai commencé à écrire des articles pour Nordisk Football, en fait, au tout début. Donc, c'est comme ça que je me suis de plus en plus intéressé. Et de fil en aiguille, j'ai repris Nordisk Norvège, donc sur le championnat norvégien. Et là, depuis un petit peu plus d'un an, j'ai repris Nordisk Football, du coup. Et voilà, depuis, ça fait bien, ouais, du coup, maintenant 4 ans à peu près, où je m'intéresse au championnat nordique en général. Et donc, plus particulièrement au Danemark aussi. Donc, voilà. Et vous êtes plusieurs, il me semble, en tant que CM sur Nordics Football. C'est ça, ouais, on est deux là pour l'instant. Donc, voilà, on est deux. Il y en a un qui est en Suède, là, actuellement. Et voilà. Et t'es déjà allé du coup au Danemark et tout ça pour voir des Non. matchs, même pour visiter. Danemark, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Normalement, cet été, il y a moyen de, de moyenner. Du
coup, merci pour la présentation. On va passer à Football Ski Ham avec Boyan. Et du coup, tu peux me faire la présentation de ton compte, de tes liens avec le football serbe et voilà. Donc, nous, on est un compte Twitter qui parle du football serbe, surtout son actualité, mais également des petits points sur l'histoire. On a également un site internet sur lequel on écrit. Et mes liens avec le football serbe, bah, tout simplement, je suis d'origine serbe. Voilà, donc c'est simple à faire. Grand supporter du Partizan Belgrade. Donc, c'est un peu difficile ces derniers temps, mais voilà. Du coup, voilà pour mes liens avec le football serbe. Voilà, on est une petite équipe et j'en profite pour saluer Sacha, Milan, Roman, Vladimir. Voilà, on travaille tous ensemble. Du coup. Ça marche. Du coup, merci pour cette présentation. Et on va finir par les présentations avec Marie de Joueur Anglais. Salut, c'est Marietou Marie Soumaré. Je viens du Sénégal, donc je n'ai pas un lien direct avec l'Angleterre, mais comme peut-être vous pourrez le deviner, en Afrique, dans les pays africains, on a tendance à supporter certains pays européens parce qu'ils jouent de grandes compétitions comme l'Euro, ils vont loin au mondial. Et donc au Sénégal, il y a une forte communauté de passionnés de la Première Ligue dont je fais partie. Donc moi, je supporte Arsenal. Voilà. Au début, le lien avec l'Angleterre, c'était pas très évident parce que Arsenal n'était pas très, très bien représenté et il y a d'autres clubs qui se sentent plus liés à l'Angleterre. Je parle des supporters, bien sûr. Et du coup, j'ai eu un ami qui est très attaché à l'Angleterre, que ce soit sur le plan sportif, intellectuel surtout. Donc, il m'a un peu influencé. Du coup, moi, le lien que j'ai avec l'Angleterre, ça dépasse le cadre du football. C'est plus dans le cadre de la littérature, sur le plan intellectuel, la culture du pays. C'est un pays qui me fascine encore. Et sur le plan footballistique aussi, c'est le pays qui me parle le mieux concernant le football. Donc, je pense que c'est un pays qui respecte assez le football et je m'y sens à l'aise. Donc, j'ai décidé de lancer ce compte avec mon ami qui m'a influencé, bien sûr, et un autre CM qui nous assiste. Du coup, merci pour cette présentation. Elle était assez sympa. Alors, la vidéo se déroulera en 5 parties. Elle se déroulera avec la première partie, c'est ambition du pays. Après, on partira sur les pronos, sur les joueurs importants des nations. Et si vous avez des cracks, ça permet toujours à tout le monde de découvrir des nouveaux joueurs. Et on terminera alors avec un classement général de ce groupe. Après avoir écouté tout le monde, peut-être vos avis vont changer. Et on terminera avec quelque chose d'assez fun, avec un quiz. J'ai un bol avec 6 euros et je pioche et on tombera sur 1 euro. Et après, ça va être sur 7 questions. Et voilà, après la vidéo, elle se terminera. En tout cas, merci. Et on va commencer avec la première partie. Et on va commencer avec l'Angleterre, du coup. Et quelles sont les ambitions de l'Angleterre pour l'Euro? Et si tu peux me parler de la dynamique et de la phase de qualification des Tri Lions. Et désolé pour cet accent très très nul. Aucun souci. Je suis pas sûre de faire mieux. Bon, l'ambition pour l'Angleterre, ça doit être clair. Ça doit être de gagner l'Euro, même si ce sera compliqué, bien sûr, mais on doit plus se cacher. On n'a pas le droit. Il faut gagner l'Euro. Après, c'est vrai que la dynamique de l'équipe ne rassure pas. Je pense que c'est l'une des rares fois où je suis pas du tout optimiste concernant l'Euro et pourtant ça doit être notre année en fait. Finaliste en 2020, quart de finaliste en 2022 contre la France avec ce penalty loupé par Kane. Les éliminatoires se sont bien déroulés comme souvent. Hein. On a terminé avec le max de victoires, avec 2 nuls contre l'Ukraine et je pense la Macédoine, je ne sais plus, désolée. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que durant les matchs amicaux, on a eu à faire face à des équipes beaucoup plus relevées, notamment la Belgique et le Brésil, mais ça s'est plutôt très, très mal passé. Donc, l'équipe a montré des incertitudes, des inquiétudes, des choses inquiétantes qui ne nous rassurent pas du tout. Voilà. Après, il y a eu le match contre l'Italie à Wembley. Ça s'est plutôt pas mal passé, mais c'est pas suffisant. C'est ce que j'avais un peu noté. C'était 20 points en qualif, 0 défaite, victoire contre l'Italie. Et
le nul contre la Belgique et la défaite contre le Brésil. C'est vrai que c'est pas vraiment rassurant, mais les qualifications, ils se sont passées comme il fallait qu'ils se passent pour les Anglais. Et au vu des joueurs qui sont en train de réaliser des saisons de fou, je pense que là, l'Angleterre, comme tu as dit, c'est vraiment l'objectif, c'est de le gagner. C'est depuis 66 qu'il manque un titre à l'Angleterre. Donc, je pense que ça peut être l'année de l'Angleterre. Et du coup, merci pour cette partie. Et on va passer au football serbe avec Fudbalski Ram et Bojan. Du coup, tu peux me parler des ambitions, dynamique et phase de qualification de la Serbie. Alors, la campagne de qualification, le contrat a été rempli avec du coup la qualification à l'Euro. Ça faisait 24 ans que la Serbie ne s'était pas qualifiée à l'Euro. Donc, il y avait une énorme attente autour des Orlovi, des Aigles Blancs. Donc, sur le papier, c'est 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 14 points pris. Maintenant, la dynamique, elle est quand même assez médiocre puisque la machine s'est enrayée depuis la Coupe du Monde où la Serbie, dans le jeu, a énormément de difficultés à développer du jeu, notamment contre des adversaires comme la Lituanie et la Bulgarie où ça a été très, très compliqué, même si ces deux nations-là, on sait, sont assez faibles sur le plan européen. On a l'impression que voilà, on se repose beaucoup sur les individualités et défensivement aussi, c'est assez friable. Sur cette campagne de qualification-là, on était dans le même groupe que la Hongrie, qui est un adversaire, on va dire, d'un niveau de même calibre. C'est 2 défaites, 2 matchs où tu as été surclassé dans le jeu, où tu n'as pas réussi à développer quelque chose, où tu comptes sur des coups d'éclat de Sergej Milinkovic-Savic et Dusan Tadic, qui sont comment dire, qui sont vraiment techniquement qui sont les meilleurs de l'équipe, voilà. Ou alors sur un Aleksandar Mitrovic qui marche sur l'eau en sélection. Donc c'est assez compliqué. Le sélectionneur Dragan Stojkovic est très très critiqué au pays, justement pour cette absence de cohérence sur le plan du jeu et sa suffisance. Pour l'anecdote, après le dernier match de qualification, on fait 2-2 chez nous contre la Bulgarie. Il nous sort que c'est un grand jour pour la Serbie, que voilà, la Serbie est qualifiée, tout le monde doit être content alors que tu as galéré. Donc ça passe un petit peu mal. L'objectif, il est clair, c'est de passer les poules. Dans un Euro à 24 équipes, quand tu es la Serbie, tu n'as pas le choix. Maintenant, il y a énormément de pessimisme dans l'opinion publique, en tout cas du côté des supporters. Au niveau de la presse, du coup, moi, j'avais noté, on est sur une défaite 4-0 contre la Russie lors de la trêve, qui est assez compliquée. Et tu parlais du sélectionneur Stojkovic, qui est au poste depuis 2021. Est-ce que la Serbie aurait dû changer de sélectionneur avant cet Euro, juste après la Coupe du Monde? Parce que la Coupe du Monde, elle était assez décevante pour la Serbie que moi, je voyais vraiment passer les poules et c'était vraiment assez décevant. Je ne sais pas si ça aurait été le bon choix de changer de sélectionneur à ce moment-là, parce que quand Dragan Stojkovic arrive en 2021, justement, on échoue à se qualifier à l'Euro. On avait perdu en barrage contre l'Écosse. Dragan Stojkovic a fait un énorme travail de remobiliser l'équipe, de lui redonner de l'allant, parce que la Serbie était une sélection jusque-là qui était amorphe. On critiquait beaucoup son plan de jeu assez défensif, malgré les joueurs de talent qu'elle avait offensivement. Lui, il a su donner à cette équipe un allant offensif et une ambition à cette équipe-là. Et justement, ça s'est traduit par des résultats parce que la Serbie est allée directement à la Coupe du Monde devant le Portugal. Même s'il y a eu ce but en Serbie qui a passé la ligne, qui n'a pas passé la ligne, je vais être de mauvaise foi, il n'a pas passé la ligne. Mais toujours est-il que la Serbie s'est qualifiée directement à la Coupe du Monde. Sur ce qu'on a vu à la Coupe du Monde, oui, c'était assez décevant parce que Dragan Stojkovic a changé ses plans. On était sur une équipe qui, grosso modo, tout pour l'attaque. On a essayé de trouver un équilibre qui s'est ressenti à de la frilosité. L'autre point, c'est que la Serbie n'a jamais été très, très performante en défense. Il n'y a qu'à voir le match contre le Cameroun, où tu mènes 3-1 et tu prends 2 buts en contre parce que Nikola Milenkovic ne suit pas l'alignement défensif. Voilà, le match contre la Suisse a été une catastrophe. Et en fait, dans la gestion des émotions, on a eu énormément de problèmes. La Serbie ne sait pas tenir un score, la Serbie ne sait pas défendre et la Serbie n'a pas su progresser sur ces aspects-là. Pour autant, elle a les résultats. Qualifiée à la Coupe du Monde, qualifiée à l'Euro, comme j'ai dit tout à l'heure, ça faisait 24 ans.
Donc, pour le board de la fédération, ça suffit. D'ailleurs, Dragan Stojkovic a été prolongé jusqu'en 2026, ce qui pour moi n'est pas un bon choix parce que tu parlais de l'amical contre la Russie, tu te prends 4-0. On a fait un amical aussi contre la Belgique où on a perdu en Belgique en n'ayant rien montré au niveau du jeu. Là, la grande question, ça va être qu'est-ce que la Serbie va proposer. On parle beaucoup des problèmes défensifs. Faut savoir que la Serbie a toujours joué en 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 selon les adversaires. Là, elle veut passer dans une défense à 4. Et du coup, comment va jouer la Serbie? Parce que justement, le match contre la Russie, on perd 4-0 en essayant un 4-2-3-1, mais sur ce match-là, on est réduit rapidement à 10 dès la 25e minute, donc ce qui biaise un petit peu l'analyse et le résultat. Et du coup, après ce match-là, on joue un amical contre Chypre 3 jours après. Tu te dis sur le papier, tu peux rejouer en 4-2-3-1, tu peux réessayer le système. Et ben non, tu décides de remettre ta défense à 3. Donc, beaucoup d'incertitudes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, on ira à l'Euro avec Dragan Stojkovic. Sûrement après. Voilà. Il faut voir un petit peu. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le plan tactique autour de cette sélection, autour du sélectionneur. Pour autant, on ira à l'Euro comme ça et il faudra voir ce qui se passe à l'instant T. Mais voilà, beaucoup d'incertitudes. Ça marche sur ça, on y reviendra un peu plus tard avec les points forts, les points faibles. Tu as parlé de la défense assez fébrile avec Milinkovic et tout ça. On y reviendra. En tout cas, on verra ce que la Serbie va faire parce que il me semble que c'est le premier Euro de la Serbie depuis que le pays est indépendant et ça va être super intéressant. En soi, l'effectif est bon, mais comme tu as dit, maintenant, il faudra voir avec le coach quelle tactique il mettra en place. Est-ce qu'il va rechanger alors qu'il devrait potentiellement s'habituer à un dispositif et tout ça? En tout cas, merci. Et on va passer à Nordic Football avec Antonin. Et du coup, tu peux un peu me faire l'analyse comme les collègues l'ont fait sur le Danemark. Ouais, déjà sur la dynamique, il y a eu les qualifications à l'Euro qui ont été plutôt satisfaisants. Après, il y a eu un petit peu de fébrilité, je trouve, notamment défensive, où il y a eu des matchs, par exemple, je pense au Kazakhstan, où on gagne 2-0, on se fait reprendre à 3-2, donc on perd le match. Pareil, il y a le dernier match contre l'Irlande du Nord, où on perd 2-0 de mémoire, je sais plus. Enfin, c'est des petites équipes, enfin, sans leur manquer de respect, mais c'est des petites équipes comparées au Danemark, et pourtant, on n'arrive pas à passer outre, et justement, ça fait des défaites un peu bêtes. Bon, même si contre l'Irlande du Nord, on était déjà qualifié, donc c'était un petit peu différent. Mais après, le Danemark a fini le premier du groupe. C'est ce qu'on attendait. Enfin, c'était l'objectif. De toute façon, on n'en attendait pas moins. C'était quand même un peu poussif au niveau du jeu, notamment au niveau des attaquants. Il y a eu un peu de problème à se trouver devant, ce qui fait qu'il n'y a pas eu non plus énormément de buts marqués, entre guillemets, pas de gros scores sur l'ensemble des qualifications. Après, le boulot a été fait. C'est ce qu'on attendait. On n'en attendait pas moins. Là, il y a eu 2 matchs amicaux où le Danemark reste sur 2 clean sheets contre la Suisse et les îles Féroé de mémoire. Donc déjà, ça rassure avant l'Euro défensivement de pouvoir rester sur 2 clean sheets, surtout contre la Suisse, qui est loin d'être un petit pays. Ça joue vraiment bien la Suisse, donc ça fait du bien aux têtes. Après, au niveau statistique, quand on regarde les matchs, je crois qu'il n'y a que la Slovénie qui a marqué plus de buts et qu'on a pris moins de mémoire. Mais non, après, le boulot a été fait. Après, pour l'Euro, toujours, il y a Casper Humland, l'entraîneur qui a fait du super boulot en 2020, qui est toujours en place, qui est toujours attendu jusqu'en 2026 minimum. Je crois que sa prolongation de contrat dépend d'une qualification à la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, bonne dynamique en ce moment. Il y a des joueurs qui s'entendent bien sur le terrain avec des joueurs prometteurs qui arrivent en plus derrière. Donc après, on n'a pas encore le groupe, on n'a pas encore la sélection qui a été faite officiellement, mais on a déjà des pistes et on sent que c'est prometteur. Le dernier Euro, le Danemark est en demi-finale de l'Euro. Après, c'était assez décevant quand même pour la Coupe du Monde avec cette élimination prématurée. Mais on serait un peu sur la fin d'une génération au Danemark avec beaucoup de joueurs comme Eriksen, Schmeichel et tous ces joueurs qui sont un peu en chute, quoi. Ça se voit aussi en club et tout ça. Eriksen ne revient plus depuis son problème. Il a du mal. Schmeichel, il se perd un peu. On est un peu sur une fin de génération, mais avec des jeunes joueurs comme Damsgaard qui pourrait être potentiellement le joueur qu'il faudra miser beaucoup côté Danemark. En tout cas, merci pour cette analyse.
On va passer sur la Slovénie avec Gabriel, qui était dans le groupe du Danemark pour les phases de qualification. Et du coup, comme les collègues, tu peux faire ta petite analyse. Ouais, bah, disons qu'à l'image de la Serbie, il y a eu une longue attente avant de retrouver un euro pour la Slovénie. Pareil, depuis l'Euro 2000. Première qualification pour une grande compétition depuis la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Où d'ailleurs on a le même coach actuellement qu'en 2010 quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, Matthias Kek. On a une période, suite à son départ après la Coupe du Monde, il y a eu une période très compliquée pour la sélection slovène qui jouait pas bien, qui avait pas de résultats. On changeait beaucoup les sélectionneurs, donc on était vraiment dans la phase d'espèce de cercle vicieux où tout se passe pas très bien. Donc on a rappelé Matthias Kek qui est en mode un peu sauveur. Et finalement, bah, ça a reconstruit la dynamique et la Slovénie est de retour avec de bons résultats et un jeu surtout intéressant, ce qui manquait quand même depuis pas mal d'années. Et ouais, les éliminatoires se sont plutôt bien passés. On s'est beaucoup cassé les dents en éliminatoire. Et là c'était plaisant dans un groupe qui était quand même assez accroché. Le Danemark a peut-être un poil sous-performé par rapport à ce qu'on attendait. Antonin parlait de la défaite contre le Kazakhstan qui a mis bien les autres équipes à ce moment-là. Mais c'était très serré jusqu'au dernier rassemblement où il y avait la Finlande, le Kazakhstan, la Slovénie et le Danemark encore en ballottage pour se qualifier. Et finalement, la victoire contre le Kazakhstan en Slovénie, ça a été le match qui a permis la qualification. Ça a permis aussi d'intéresser les gens parce que le public slovène est vachement volatile. Quand les résultats sont pas là, ils suivent pas l'équipe, tout simplement. Donc là, avoir une dynamique qui s'est recréée et arriver comme ça en apothéose sur le dernier match à domicile de la phase de qualif, en gagnant devant un stade plein, ça a vraiment créé quelque chose en Slovénie. Ensuite, il y a eu la petite phase de matchs amicaux là, où bon, il y a eu un déplacement à Malte, mais bon, on n'en parlera pas. Il y a eu 2-2, mais voilà, on sentait que personne n'avait envie d'être là. Euh, dans cette phase-là. Par contre, le deuxième match était face au Portugal, à Stojice, donc à Ljubljana. Tous les billets qui avaient été vendus en un quart d'heure, ce qui est absolument rarissime pour un match en Slovénie. Et puis surtout, la victoire. Ça continue d'alimenter la dynamique. Donc, la Slovénie arrive pas en favori pour sortir du groupe, loin de là, mais voilà, il y a une bonne dynamique, donc il va falloir en profiter. Bah, cette victoire qui a mis fin à la série Portugal, c'était un peu inattendu, mais c'est beau et ça montre le beau travail du coach parce que la Slovénie a un très beau jeu, hein, ça, il faut se le dire. Ils jouent super bien. Troisième pire nation classée au classement FIFA pour l'Euro. Mais cette année, dans une phase de groupe assez ouverte, parce que je trouve que c'est un groupe assez ouvert, c'est sûr qu'il y a le gros favori, l'Angleterre et tout ça, qui est un peu au-dessus. Mais ça va être vraiment disputé. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y en a 3 qui passeront, les meilleurs troisièmes passeront. Donc tout est possible et pourquoi pas la Slovénie qui fait comme le Maroc à la Coupe du Monde, surprendre un peu tout le monde et passer, c'est possible. En tout cas, merci pour votre analyse et on va passer à vos pronostics pour le pays. C'est-à-dire que est-ce que vous voyez votre pays passer les phases de groupe et jusqu'à où vont-ils aller en invoquant les points forts, les points faibles. Vous en avez déjà parlé, mais si vous avez d'autres choses à dire, vous pouvez. Et on va faire l'ordre différent. Du coup, on va commencer cette fois-ci avec le football slovène. Bon, bah, bien sûr, en toute objectivité, je pense que la Slovénie va passer. Mais non, une chose est sûre, comme tu l'as dit, ce groupe, je pense que ça fait partie des plus ouverts. Entre le Danemark, la Serbie, la Slovénie, ça va vraiment se jouer à pas grand-chose et les confrontations vont être déterminantes. Pour ce qui est des points faibles de la sélection slovène, et là je vais rejoindre encore un peu Bojan par rapport à la Serbie, mais défensivement, ça reste le point faible. On a un taulier défensif qui est Jaka Biol, qui joue à l'Udinese. Et en fait, après,
c'est tout de suite plus compliqué. On avait un joueur très prometteur et qui s'était installé justement dans les championnats du Nord et en Norvège, David Brekalo, qui était très solide, qui a été, je crois, nommé deuxième meilleur joueur du championnat norvégien la saison dernière. Donc on s'attendait un peu à un décollage pour lui, qui rejoigne un gros championnat et qu'il s'installe vraiment comme le deuxième taulier de la défense. Et il est parti à Orlando, aux États-Unis. Donc voilà, il y a eu une petite déception à ce niveau-là, ce qui fait qu'il n'a pas forcément sa place d'assuré. Et l'autre problème, c'est aussi les latéraux qui, pour moi, sont vraiment le point faible de la sélection slovène. On a Janja à gauche qui joue en Pologne. Il peut y avoir Dolkušić aussi qui joue en Russie. Donc, difficile de savoir vraiment où on en est là-bas. Donc, le gros point faible, ça va être la défense, même si on a un rempart derrière avec Jan Oblak qui est solide. Mais voilà, je pense des nations qui vont arriver à développer du jeu sur les ailes, ça peut mettre en difficulté l'arrière-garde slovène. Et après, d'un autre côté, je trouve que la Slovénie a beaucoup progressé sur la projection vers l'avant. Maintenant, avec ce vrai point d'appui qui est Šeško, ça permet de relancer vite. En plus, il a une vitesse de course qui est exceptionnelle. Il y a un duo avec Sporar qui joue au Panathinaikos qui est très intéressant. Avec derrière des joueurs comme Stojanovic qu'on voit beaucoup en Italie, qui peut distribuer des bons ballons. Donc il y a un jeu de transition qui est pas mal, mais encore faut-il que la défense arrive à récupérer les ballons. Ce sera l'équilibre à trouver. Mais voilà, Šeško est déjà le mec qui porte cette génération et cette équipe de la Slovénie. Donc tous les espoirs sont permis avec un Šeško. S'il devient fou et qui marque à répétition, tout est possible. De ce que tu as dit, ils seront dangereux déjà offensivement grâce à Šeško. Et derrière, il y a quand même un mur, quoi. Oblak, ça va être un gardien qui fera la différence. C'est potentiellement le meilleur gardien au monde actuellement. Parce que je trouve que c'est un gardien assez sous-coté. Il a été toute sa carrière assez sous-coté. Et tu m'as parlé qu'il passerait les phases de groupe. Mais tu les vois où s'arrêter directement après ou potentiellement peut-être surprendre le monde et aller en quart ou en demi-finale. Peut-être la finale, il a gagné, on ne sait pas. Disons que déjà sortir des poules, ce serait un événement et je pense que tous les objectifs seraient déjà remplis. Donc après, ce serait du pur kiff et de toute façon, on le sait, une fois qu'on arrive dans les phases à élimination directe, tout est possible. Ça peut se passer comme ça. Tu parlais du Maroc tout à l'heure. Franchement, je signe tout de suite. Si on fait un parcours à la Maroc, à la Coupe du Monde, je suis très chaud. Mais non, une fois, si jamais par bonheur on sort des poules, après ce sera que du bonus et puis chaque match aura son histoire après. Alors du coup, objectif, passer les phases de groupe et après, on verra. Et du coup, merci, on passe à Antonin avec le Danemark, qui était dans le groupe de la Slovénie en phase de qualification. Du coup, donne-moi un peu tes pronos sur la nation, les points forts, les points faibles, mais tu en as déjà parlé. Déjà les ambitions, je pense que ça va être déjà de passer en phase finale, tout simplement parce que, comme on l'a dit juste avant, c'est un groupe qui est quand même très relevé, où il y a l'Angleterre qui est quand même un peu au-dessus quand même, mais sinon derrière c'est quand même assez homogène. Donc avec les trois premiers, enfin avec les meilleurs troisièmes qui passent, normalement il ne devrait pas y avoir de catastrophe. Donc l'objectif passer en phase finale et après, je pense que ça sera d'aller le plus loin possible parce que mine de rien, le Danemark, c'est pas une pointure du football mondial non plus. Ça, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. Donc déjà passer en phase finale, ça serait l'objectif. Après niveau point fort, c'est que on a vu récemment qu'ils ont pu jouer en 2 ou 3 systèmes différents. En fait, il y a beaucoup d'adaptabilité dans cette équipe danoise, notamment quand on peut dominer, ça joue plutôt en 4-3-3. Et quand c'est des matchs un peu plus compliqués, donc je pense notamment celui d'Angleterre, ça va plutôt jouer en 3-4-1-2 ou 3-5-2, ça va dépendre des positions de Jonas Wind et Rasmus Højlund. Donc ça permet de pouvoir défendre à 5 et après se projeter en fait en contre avec des pistons. Donc ça, je pense que c'est un réel point fort de pouvoir s'adapter à tout type d'adversaire en fait selon la composition.
Et après, en point faible, je dirais peut-être la gestion des temps faibles, tout simplement, parce que c'est ce qu'on a vu en phase qualificative, où justement, il y avait peut-être un petit peu de surconfiance aussi. Donc, je pense que avec l'Euro, les enjeux, etc., il va y avoir peut-être une remise en question là-dessus. Mais non, moi, je pense que ouais, le point faible, ça va être la gestion des temps faibles, tout simplement. Ça marche. Du coup, on est vraiment on sera vraiment entre deux générations. Le Danemark, ça va être un peu le mélange de l'ancienne, la nouvelle génération avec des points faibles. Et du coup, tu vois le Danemark passer les phases de groupe, mais tu les vois, du coup, est-ce que tu les vois faire à peu près le même parcours qu'au dernier Euro ou tu sens quand même que le Danemark, c'est quand même moins fort qu'avant? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. Bah, ouais, moi, je les verrais bien aller peut-être jusqu'en quart, après au-dessus, enfin, après, ça dépendra du tirage aussi, on peut pas, voilà, se projeter sans savoir, mais le problème, c'est que comme tu le dis, on est entre 2 générations, donc des fois la cohésion est pas à son paroxysme. Du coup, c'est ce que je disais avec les temps faibles notamment. On a des joueurs très expérimentés qui arrivent sur la fin. Donc tu as Kasper Schmeichel, tu as Vestergaard, tout ça. Mais tu as aussi l'autre génération qui arrive, donc Rasmus Højlund, il y a, enfin je sais plus de mémoire, mais il y a, Christiansen aussi qui arrive. Donc en gros, c'est vraiment un mélange de 2 générations qui arrivent et des fois l'entente sur le terrain, ça se voit qu'ils ont pas eu l'habitude encore d'évoluer vraiment ensemble. Donc voilà, c'est ça qu'il faudra réussir à gérer. Après, comme il va y avoir des camps des sélections, ils vont vivre ensemble, peut-être que ça va s'améliorer aussi au fil du temps. S'ils commencent par le bon bout, on ne sait pas, une dynamique, c'est vite arrivé. Donc voilà, moi je dirais peut-être aller un petit quart de finale. Au-dessus, ça peut me paraître compliqué, mais ça dépendra aussi du tirage, évidemment. Du coup, la qualification, elle sera indispensable pour les huitièmes. Et on va passer au football serbe avec Bojan et Futbolski Hram. Que dire? Si je pouvais être chauvin, je dirais qu'on finirait premier du groupe, mais on va pas s'enflammer. Non, la Serbie doit passer les huitièmes. C'est une obligation parce que c'est une nation qui attend des résultats. On a une génération avec des joueurs qui étaient promis à un grand avenir, sauf que ça s'est jamais traduit en compétition internationale. Donc la Serbie doit passer. Ça va surtout se jouer contre le Danemark et la Slovénie, parce que contre l'Angleterre, je pense que la valise est assurée, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la défense, c'est assez dramatique. On a Nikola Milenkovic de la Fiorentina qui n'a jamais su s'imposer et être le leader naturel qu'il était censé être en sélection. À contrario, on a un Strahinja Pavlovic qui est aujourd'hui au Red Bull Salzbourg, qui était passé par Monaco notamment, mais ça avait moins bien marché parce que le contexte monégasque est assez particulier. En tous les cas, aujourd'hui en Autriche, il explose et aujourd'hui, c'est vraiment lui le leader de la défense. On l'avait notamment vu à la Coupe du Monde. Après, donc comme je l'ai dit, la Serbie joue en défense à 3. Ça peut défendre, ça peut dépendre. On peut avoir Veljkovic du Werder Bremen, qui est loin d'être l'assurance au risque. Parfois, on a aussi Nemanja Gudel de Séville, milieu de terrain, mais qui est habitué aussi à redescendre en défense centrale, même si, pareil, c'est quelqu'un qui est assez irrégulier, il peut faire le match de sa vie comme passer complètement à travers. Ensuite, sur la ligne de 4, côté gauche, on a Filip Kostic de la Juve, qui est une petite mobilette et qui peut voilà, lancer les attaques et contre-attaquer. Du côté droit, on a Andrija Živković du Jupak, qui a un profil un peu plus technique, beaucoup plus offensif, mais qui fait un peu moins l'affaire en tant que piston. Mais voilà, le gros problème de la Serbie, c'est qu'il n'y a pas de latéral droit ni de piston droit qui se dégage naturellement et qui est assez fort. Ça va être les leaders techniques qui, je pense, vont décider des matchs. Je pense à Sergej Milinkovic-Savic qui est capable de délivrer des caviars et Dusan Tadic qui perdait un peu de vitesse à l'Ajax la saison dernière, mais qui là retrouve une dernière jeunesse du côté du Fener. Et puis surtout, c'est offensivement. Tu as Aleksandar Mitrovic, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection serbe, qui voilà, est le leader et qui peut débloquer des situations. On a un Dusan Vlahovic aussi, qui en sélection est moins performant, qui a un petit peu du mal à trouver sa place. Souvent, l'association Mitrovic-Vlahovic n'a pas été assez fructueuse parce que les deux n'arrivaient pas à se trouver. Et derrière, tu as un Luka Jovic de l'AC Milan qui peut rentrer et qui peut aussi marquer des buts et débloquer des situations.
Voilà. L'équilibre, ça va être un équilibre à trouver, je pense, même si dans un match comme contre la Slovénie, par exemple, ça risque d'être très, très ouvert. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 2000, quand les deux équipes s'étaient rencontrées à l'Euro, ça avait fini avec un 3 partout. Donc, il y a un passif avec la Slovénie. Et contre le Danemark, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que la Serbie, son gros problème, c'est qu'elle n'arrive pas à s'adapter tactiquement à l'adversaire ni à gérer un résultat. Et contre une équipe qui a des joueurs qui sont capables justement de s'adapter et de trouver d'autres solutions, ça risque de poser problème. Ça va être une équipe assez sexy, outsider surtout, mais très sexy. Mais moi, j'avais deux questions sur la Serbie. Déjà, tu nous dis que Mitrovic, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Serbie. Comme tu as dit, il y a Jovic et il y a Vlahovic. Mais du coup, est-ce que le système, ça sera plutôt avec deux attaquants, deux numéros 9, avec 4-4-2 ou je sais pas, ou Mitrovic va être titulaire, ou peut-être Vlahovic aura son mot à dire parce que Vlahovic en soi, si on le met vraiment, si on l'entoure vraiment bien, c'est vraiment l'un des meilleurs neufs au monde. Je suis supporter de la Juve, donc je le vois tous les week-ends. Que je vais pas venir sur Allegri, mais sinon la vidéo elle Voilà, sera pas. après, voilà, il Et n'est vraiment pas dans les meilleures dispositions. il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, mais quand il est mis dans les meilleures dispositions, ça reste l'un des meilleurs numéros 9. Surtout que là, maintenant, il a vraiment acquis une grosse capacité. C'est dos au but. Dos au but, c'est devenu vraiment l'un des meilleurs 9 au monde, dos au but. Parce qu'il commence vraiment à s'améliorer. On verra l'année prochaine si Allegri reste ou il part. Si Allegri reste, potentiellement, il va partir. C'est le mieux pour lui, je pense. Je l'adore, Vlahovic, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'il évolue. Mais s'il y a un coach comme Thiago Motta qui arrive sur le banc de la Juve, l'association avec Chiesa, elle sera redoutable comme à la Fiorentina. Mais du coup, moi, c'était ma question. Qui faire jouer numéro 9 s'il y a seulement un numéro 9? Ça sera Mitrovic parce qu'il a ce vécu naturel, même si Vlahovic a ces qualités-là et je trouve que techniquement, il est à un niveau beaucoup plus avancé qu'Alexandre Mitrovic. Mitrovic reste leader naturel. Le problème, et c'est ce qui a, je pense, nous a fait défaut, c'est qu'on a voulu chercher à trouver un équilibre au milieu de terrain en jouant avec deux numéros 10 et une pointe, au lieu de jouer avec un numéro 10 et deux pointes. Je pense qu'un Vlahovic, tu le mets avec Mitrovic, tu lui permets de décrocher un petit peu plus, de récupérer les ballons beaucoup plus bas, parce qu'il a cette qualité aussi de décrocher pour pouvoir lancer des attaques. Je pense que voilà, il y a une bonne connexion aussi entre Kostic et Vlahovic quand ils arrivent à bien combiner, ça peut être intéressant. L'idéal, ce serait ça. Maintenant, je pense, c'est difficile de m'avancer, mais je pense qu'on va rester sur un système à une pointe. Le problème, c'est que quand tu as une pointe avec Mitrovic, Vlahovic et Jovic, c'est assez compliqué. Ça marche du coup. Et je voulais aussi revenir sur du coup, ma deuxième question, c'était le fait que Milinkovic, Savic, Mitrovic, ils jouent en dehors du top 5 européen, ils jouent en Arabie Saoudite, que Tadic, il est à Fenerbahçe, même si Fenerbahçe réalise une super saison. Est-ce que ça te fait peur le fait qu'ils ont potentiellement plus le rythme du grand niveau, quoi? Je dis pas que le football saoudien, c'est pas le grand niveau, mais tu me comprends dans ce que je dis ça. Tu le ressens comment? Après, je sais que Savic, il pourra potentiellement revenir en Europe. Moi, la Juve, personnellement, je le prends tous les jours. Mais du coup, c'était ça. Est-ce que ça te faisait pas peur le fait qu'il ne joue plus dans le top 5 européen? Un petit peu, parce que on sent sur les dernières prestations, en tout cas, que je vais pas dire qu'ils sont empruntés, parce que c'est un grand mot, mais que voilà, on sent que il y a quand même un gap qui s'est creusé. Maintenant, il y a un autre problème aussi, c'est que, enfin, Sergei aujourd'hui, Sergei Milinkovic-Savic, aujourd'hui, techniquement, on n'a pas mieux en termes de milieu de terrain. Donc, il sera forcément titulaire, et il sera obligé d'être à 100, 110, 120%. Le problème avec Sergei, c'est qu'il a beaucoup été critiqué par le passé parce que ses performances en sélection ne justifiaient pas le potentiel qu'on avait en lui et ses attentes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, s'il n'est pas là, on le ressent sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai cette petite inquiétude aussi de me dire, voilà, sur un match, par exemple, ou contre la Slovénie, par exemple, où tu as besoin d'avoir des mecs qui soient concentrés pendant 90 minutes, qui soient physiquement impliqués pendant 90 minutes,
Est-ce que dans le dernier quart d'heure, dans les 10 dernières minutes, sur le plan physique, ça va pas un petit peu pêcher, ça va pas un peu desservir l'équipe? J'ai ce doute-là, ouais. Du coup, merci à Boyan pour ton intervention sur le football serbe. On va passer à Marie, de joueur anglais, qui va nous parler du favori, mais un favori qui, certes, a un potentiel offensif de fou, avec Palmer, Bellingham, Watkins, Kane, Foden, etc., Saka, mais qui a vraiment un problème dans son fond de jeu. Et on sait tous que Southgate est super critiqué pour ça. Et c'est un peu, on va le dire, c'est un peu l'ultime chance pour Southgate à l'Euro. Donc voilà, je t'écoute sur tes pronos et ton ressenti personnel sur les Tri Lions. Oui, on est favori, mais comme vous l'avez dit, c'est un groupe assez ouvert, même pour l'Angleterre, parce que on a eu le Danemark en demi-finale du dernier Euro. C'était très compliqué et je pense que le Danemark, c'est une équipe qui progresse, qui n'a pas dû se satisfaire du résultat au mondial, parce que moi, je les voyais aller plus haut au mondial pour couronner tout le travail de ces dernières années, toute cette nouvelle génération. Et je pense qu'ils vont revenir à l'Euro avec un esprit revanchard. Après, comme tu as dit, pour le potentiel offensif de l'Angleterre, ça, c'est la force de l'Angleterre. Mais de cette force-là aussi ressort une faiblesse parce qu'il y a l'animation offensive qui fait défaut. Depuis ces dernières années, l'Angleterre, c'est un pays en fait qui s'est investi dans la formation. C'est pourquoi il y a chaque année beaucoup de jeunes joueurs qui émergent en fait, parce que ça, c'est une politique de la FA, dont Southgate était membre déjà à l'époque. Du coup, il y a chaque année des joueurs offensifs. Et si vous remarquez bien, c'est des milieux offensifs souvent, des Foden, des Palmer, des Morgan Gibbs-White, des Eberechi Eze. Donc, ça nous donne un potentiel offensif assez fou. Après, il y a Saka, qui est un des jeunes les plus fiables de la sélection, quoi qu'on puisse dire, même s'il est critiqué parfois, voilà, parfois à tort, voilà. Du coup, ce qui pose problème actuellement, c'est l'utilisation de Jude Bellingham. Quand il est allé au Real, il joue dans un poste vraiment très avancé, qui ne nous arrange pas, nous, parce que nous, on le préfère un peu plus défensif, en parfait box-to-box, comme on l'a connu à Birmingham, parfois à Dortmund, et même en équipe nationale. Mais on a remarqué que depuis qu'il a rejoint le Real, Southgate opte pour la facilité. Il essaie de l'utiliser comme Carlo Ancelotti l'utilise, alors que, comme je l'ai dit, il y a un potentiel fou en milieu offensif en Angleterre. Et je suis convaincu qu'un joueur comme Maddison, un joueur comme Foden, un joueur comme Palmer, il joue mieux ce rôle de 10 ou de milieu offensif que Bellingham. Bellingham, c'est plutôt un 8. Donc, ça me pose problème dans l'animation offensive. Non seulement on se prive d'un créateur. Bellingham, ce n'est pas un créateur comme les Maddison, ce n'est pas un 10. Donc, on se prive de ce joueur supplémentaire qui est capable d'organiser le jeu et de créer des situations. Après, on manque ça, mais en même temps, il est obligé de jouer avec deux milieux défensifs. C'est-à-dire qu'on a Rice, évidemment, mais il y a ce problème du troisième milieu. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va être le troisième milieu. Pardon de couper, c'était l'une de mes questions. C'était à côté de Rice, qui mettre du coup? Est-ce qu'on essaye Bellingham? Est-ce qu'on met Henderson, Gallagher, peut-être Arnold comme à Liverpool, ou pourquoi pas mettre Mainoo, le nouveau joueur de Manchester United? C'était une question pour moi, et désolé de t'avoir coupé, c'était vraiment du coup, je t'ai fait une proposition. Et me dire, est-ce qu'on fait comme contre le Brésil avec Gallagher? Est-ce qu'on fait comme contre la Belgique, on met Mainoo, du coup, ou même Ward-Prowse qui réalise une super saison avec West Ham? Donc, c'est à toi un peu de me dire ton ressenti, qui accompagnera Declan Rice, qui sera sûrement le titulaire. Oui, la question, elle est pertinente. Là, on a Rice, évidemment, on a Bellingham. Après, le troisième milieu, il dépend plus du plan de jeu de Southgate. Si on avait un coach un peu plus ambitieux, un peu plus entreprenant, le troisième milieu aurait pu être un 10. Vous voyez un peu? Mais là, Southgate, il veut se contenter de laisser Bellingham libre et très haut sur le terrain. Donc, il veut sécuriser avec deux milieux défensifs. Gallagher, il a eu sa chance, ou ses chances, mais il ne les a pas saisies. Malheureusement, il a été horrible.
Et du coup, je pense que dans une équipe qui doit avoir le ballon, Gallagher n'est pas la meilleure solution, malheureusement. Alors qu'il pouvait bien saisir cette chance-là. Après, Henderson aussi, ça va être la même histoire. On n'en a pas besoin. On a besoin de poser le ballon, de jouer au football. Donc, Gallagher, il ne rassure pas. Après, il y a Trent Alexander-Arnold qui a toujours été utilisé comme 10 par Southgate et il est assez créatif. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être ce troisième milieu-là, où il y a Maino aussi qui a été convaincant pour sa première titularisation. Donc, je pense que ça va se jouer à ça. Mais après, si on joue avec soit Maino ou Alexander-Arnold, ça veut dire qu'on aura Bellingham encore beaucoup plus haut et ça va poser problème sur le plan offensif. Sur le plan offensif, ça va poser problème parce qu'on ne va pas tirer le meilleur de Foden. On ne va pas bénéficier du talent de Palmer, sinon en sortie de banc. Donc, voilà, c'est ça. Bah, du coup, merci pour ton analyse. J'avais une petite dernière question pour l'Angleterre, on va faire ça vite. J'avais comme une inquiétude sur le poste de latéral gauche en Angleterre. Est-ce que ça sera Chilwell ou je ne sais pas trop parce que c'est compliqué vu si Arnold joue au milieu de terrain, donc on va mettre potentiellement Walker à droite. Mais c'est à gauche le problème. Est-ce qu'on tente encore Chilwell? Parce que Shaw c'est pas sûr qu'il sera là pour l'Euro. Mais du coup, toi, ton avis, il faudrait mettre qui sur ce poste de latéral gauche? Ouais, ça, la défense, c'est une grande faiblesse. Et pourtant, depuis que Southgate est là, la défense, de manière générale, je parle de toute la ligne défensive, ça a été le point fort de l'Angleterre, que ce soit au Mondial 2018, que ce soit à l'Euro 2021, que ce soit à la Coupe du Monde. Donc l'Angleterre, c'est vraiment solide. Malgré la situation en club de Maguire, il lui a fait confiance et ça a toujours été très, très satisfaisant. Et c'est la même chose pour Pickford aussi, qui était dans une saison un peu plus compliquée parce qu'il joue à Everton, alors qu'il y a Ramsdale qui faisait une bonne saison avec Arsenal. Et en 2022, on va au Qatar avec Pickford titulaire. Il a été rassurant, aussi convaincant. Mais sauf que cette année, ça va être beaucoup plus difficile. On ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir de jouer avec Pickford et de jouer avec Maguire. Maguire, il est satisfaisant en équipe nationale, mais jusqu'à quand? Ça va tenir jusqu'à quand? C'est ça la question. En même temps, il se blesse de plus en plus. Il y a Stones aussi qui se blesse de plus en plus. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce secteur. Et en même temps, il y a Stones qui joue plutôt dans un rôle hybride avec Pep. Donc, parfois, tu vois des limites sur sa défense dans la surface de réparation. Ce n'est plus ce que c'était avant. Après, pour revenir à la question du latéral gauche, ouais, ça, c'est un autre gros souci. On a essayé Chilwell ces 2 derniers matchs, mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Le niveau de Chilwell, c'était très inquiétant. Il y a Shaw qui a été toujours présent, qui a toujours répondu présent en équipe nationale, mais ça va être trop juste. Il peut manquer la compétition. Après, il y a la solution Joe Gomez aussi, qui était un élément de Southgate à ses débuts. Donc, peut-être qu'on va le tenter, mais il y a le petit Rico Lewis aussi qui a été utilisé par Southgate à gauche, mais c'est pas très, très, très convaincant non plus. Il y a Colwill aussi qui a été appelé en sélection pour sa polyvalence parce qu'il s'est joué à gauche, mais après, il a disparu à cause des blessures et tout. Donc, le poste de latéral gauche reste une grande question, même si j'ai l'impression que Southgate, il veut encore forcer avec Chilwell. Je sens qu'il va encore continuer avec Chilwell, même s'il y a Joe Gomez éventuellement qui peut jouer à ce poste. Donc, la plus grande faiblesse pour moi de l'Angleterre durant cet Euro, ce sera la défense avec toutes ces incertitudes. Et malheureusement, et pourtant, c'est ce qui a été le plus gros point fort de l'Angleterre ces dernières années. Merci pour ton analyse. Au final, on se rend compte qu'ils sont annoncés comme les grands favoris, mais avec ton analyse, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations sur cette nation. Et si on fait un peu un bilan de tout ce que vous avez dit, la défense, ça ne va pas être la plus grande des qualités de ces 4 nations. Du coup, ça va être peut-être ça le gros changement, et le changement dans le match. Et on va
passer au troisième point que je voulais aborder, c'était, vous voyez qui en tant que leader de votre nation? Ça va être qui les joueurs les plus importants? Et si vous avez pour toute la communauté Football Day un petit crack à nous annoncer, ça fait toujours plaisir de découvrir des joueurs. Et on va faire comme avant, on va passer à football slovène avec Gabriel. Ouais, là, j'avais commencé à en parler tout à l'heure. Dans tous les cas, le crack de cette génération en Slovénie, on le connaît déjà, c'est Benjamin Šeško, euh, qui, euh, qui est dans cette espèce d'usine à Haaland, qui est le Red Bull Salzbourg, euh, qui est dans ce morphotype d'attaquants modernes, grands, athlétiques, rapides. Ils ont un petit peu tout. Et voilà, comme je disais, en plus, il s'est tout de suite installé en sélection. Il a tout de suite marqué. Il est tout de suite impactant. Donc, ça va être clairement lui le leader de l'équipe de Slovénie à l'Euro. Euh, Tout simplement par son jeu en fait et puis son association avec encore une fois avec Spora, ça fonctionne très bien tous les deux. Euh, D'ailleurs, je me permets de revenir rapidement sur le système pour la Slovénie. On s'embête pas, on est dans un 4-4-2 des plus classiques. C'est vraiment l'équipe de base quand on ouvre un truc FIFA, c'est le 4-4-2, c'est celui-là. On est dans la simplicité, mais en même temps, chacun est à sa place. Et donc, ouais, Šeško sera le leader. S'il faut en sortir d'autres, bien évidemment, il y aura Oblak qui sera déterminant, qui reste le capitaine de la sélection. Le socle défensif, ça part de lui. Donc il va être déterminant. Et un petit troisième que je verrais bien avoir un impact et qui a pris vraiment de l'ampleur récemment, c'est Adam Gnezdacherin qui joue au Pana également, au milieu de terrain. Et qui, par exemple, en début de saison au Pana, parce qu'il y a une bonne, il y a 3 joueurs slovènes qui jouent au Pana, Sporal, Verbic et Gnezdacherin. Et en début de saison, Cherin était le seul qui jouait pas régulièrement. Et au fur et à mesure de la saison, finalement, maintenant, c'est le seul qui joue régulièrement. Et il s'est vraiment étoffé. Et maintenant, en sélection, je pense notamment à un coup franc extraordinaire qu'il met contre l'Irlande du Nord en qualif, là, qui nous permet de gagner 1-0. Voilà, il s'est installé dans ce milieu de terrain de la Slovénie. Et voilà, pour le petit trio de joueurs, ça me fait une colonne vertébrale pas trop mal. Par contre, j'avais regardé dans ton programme, tu parlais d'un petit, enfin d'un crack dans le jeune, dans la sélection, et au final, en faisant le tour, il y en a pas beaucoup qui sont jeunes, en dehors de Šeško, mais que je trouvais dommage parce qu'on le connaît déjà un petit peu tous. Il y a très peu de joueurs qui ont en dessous de 25 ans, à part Šeško. Euh, donc, dans ce registre-là, je parlerais bien de joueurs qui évoluent en Slovénie. C'était plutôt rare dans la sélection ces dernières années parce que bah, le championnat slovène est un championnat de seconde, voire troisième zone, hein, on va pas se mentir. Mais là, on retrouve des joueurs en sélection et notamment un qui est titulaire régulièrement maintenant, Timi Makselchnik, capitaine de l'Olympia Ljubljana justement, qui s'est imposé en sélection, qu'on a vu nous faire kiffer à mettre un but de fou contre le Portugal, une grosse frappe du droit alors qu'il est gaucher. Euh, mais voilà, ça montre que le championnat slovène arrive un petit peu à garder des joueurs qui sont solides. Elchnik, c'est un joueur qui a fait ses armes bah, justement en Angleterre, dans les divisions inférieures, Derby County, Swindon, enfin des noms qui sentent bien la Ligue One et là où il y a quand même une importance d'avoir justement ces milieux box-to-box, et il est vraiment capable de ça. Il tire bien les coups de pied arrêtés, gros pied gauche, un pied droit pas dégueulasse. Donc voilà, la doublette Elchnik-Cherin au milieu, ça a été une très bonne découverte de ces éliminatoires.
et ça permet de mettre en orbite, notamment Šeško, le meilleur joueur de la sélection. Comme tu as dit, il y a peu de jeunes dans cette sélection. Moi, j'avais noté que la moyenne d'âge était de 27 ans pour la Slovénie. Et j'avais noté trois joueurs qui jouent en Italie. Il y a le duo Biol, pardon pour la prononciation, et Lovric qui joue à Udinese. Et il y a Stojanovic aussi qui joue à la Samp avec Pirlo. Moi, j'avais noté ces trois joueurs-là qui seraient intéressants à découvrir, puisque vu que je suis un grand suiveur de la Serie A, du coup, ces joueurs-là, je les vois un peu au quotidien, même si la Sampdoria c'est en Série B, mais vu que c'est Pirlo, je suis un peu la Samp. Je ne sais pas ce que tu en penses de ces trois joueurs-là, et ça va être sûrement des appuis pour la sélection slovène. Ouais, Stojanovic, lui aussi, je le trouve très intéressant et qui a pris une nouvelle dimension. Il avait beaucoup été latéral droit au départ dans sa carrière, aussi bien en club qu'en sélection. Et en fait, là, il est monté d'un cran et il est du coup dans ce 4-4-2, l'aile droite. Et ouais, techniquement, c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait dans l'équipe slovène. Donc c'est un point fort dans le jeu, ça c'est sûr. Toujours beaucoup d'engagement, beaucoup de répétitions de courses. Et ça, forcément, quand on joue sur un côté, c'est important. Il y a Kabiyol, j'avais évoqué rapidement tout à l'heure, c'est vraiment le taulier de cette défense. Même si la défense n'est pas le point fort, lui, c'est vraiment le joueur sur lequel s'appuyer défensivement pour la Slovénie. Et le troisième, attends, ça m'est sorti. J'avais dit Biol, Lovric et Stojanovic. Ah oui, Lovric. Lovric qui sera sûrement en remplaçant, qui est plutôt solide, même si je pense que dans la hiérarchie, faudra faire attention à Jan Celar, qui joue à Lugano en Suisse et qui est meilleur buteur du championnat suisse cette année. Donc ça se bat pour ces places de second couteau qui vont rentrer, avec aussi Vipotnik de Bordeaux qui vit une saison très très compliquée pour son arrivée, pour sa sortie de Slovénie. Première saison en dehors de la Slovénie, il tombe dans un contexte vraiment compliqué à Bordeaux. Mais généralement, c'est lui qui rentre à la place de Sporar ou Šeško dans l'attaque. Mais Celar de Lugano pourrait être le super sub, lui qui est en confiance en Suisse. Ça marche du coup, merci. On va passer au Danemark avec Antonin. Et du coup, pour le Danemark, ça va être qui les joueurs, les tauliers pour le Danemark? Moi, j'avais noté Melle qui a fait un Super Euro 2020 et qui va sûrement être super important. Et après, il y a toujours les cadres comme Schmeichel, Eriksson et tout. Mais Damsgaard aussi qui a fait un Super Euro et qui sera bien présent. Et si tu as un petit crack à nous proposer. Ouais, déjà, je vais rester un peu dans le classique pour le premier joueur. J'avais noté Simon Kjær, qui, mine de rien, des fois, il a un peu du mal à enchaîner avec son club. C'est à l'AC Milan, si je dis pas de bêtises. Mais ça reste quand même un taulier dans la défense. Il est très important, il a l'expérience. Surtout qu'à l'Euro, c'est important. Enfin, dans des compétitions comme ça, l'expérience, ça peut jouer énormément. Donc, moi, j'avais noté lui. Et puis surtout, un petit crack, Rasmus Højlund, là, 21 ans. Forcément, Manchester United, il a connu un mois de février incroyable. Il a marqué 8, 9, 10 matchs de suite, je sais plus exactement le chiffre, mais et justement en qualification, il a marqué 7 fois. Donc associé à Jonas Wind en attaque, ça peut faire des étincelles. Franchement, ça peut vraiment être fort devant. Après, faut voir parce qu'il a quand même un gros manque de régularité. Il a du mal à enchaîner, sauf que quand il est lancé, il s'arrête plus. Donc à voir comment il commencera en fait ses qualifications, tout simplement. Ses qualifications, l'Euro, pardon. Et sinon, j'avais noté un petit peu en joueur à découvrir, alors sous réserve de sélection, parce qu'on ne sait pas encore s'il sera là ou pas. Mais j'avais noté Elias Yelert, qui joue à Copenhague et qui est un latéral droit, donc il peut aussi jouer à gauche. Et en fait, c'est un joueur qui peut vraiment s'inscrire dans le schéma de jeu qui va être proposé, parce que justement, c'est un joueur qui peut jouer en tant que piston. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec la tactique, il peut être adapté. Et justement, c'est un joueur qui a une super vision de jeu, de la vitesse, de la qualité. Là, il a 20 ans, si je dis pas de bêtises. Et il est déjà à 2 saisons pleines avec Copenhague. Donc, il est déjà dans le rythme. Il joue déjà régulièrement. Et je trouve qu'il a énormément de qualité, ce gamin-là. Donc,
peut-être que justement, ça va être un peu le super sub, la petite caisse en plus qui ferait basculer une rencontre avec sa réactivité, son dynamisme. Et puis en dernier joueur, j'aurais mis quand même Christian Eriksen parce que je pense il sera peut-être un peu revanchard du dernier Euro. Et même s'il va sûrement pas jouer des matchs entiers, il sera quand même là pour épauler l'équipe. Ça peut être vraiment un vrai soutien avec de l'expérience dans l'effectif pour justement accompagner les jeunes ou même recadrer un petit peu le groupe. Donc je pense que c'est aussi un joueur qui sera clé, peut-être pas forcément dans le jeu, mais au moins dans la vie du groupe. Ça marche, du coup, merci. Moi, j'avais pensé à O'Reilly, qui réalise une super saison avec le Celtic. J'avais noté, mais il me semble que c'est juste, après, c'est sur Transfermarkt, 13 buts, 16 passes D avec le Celtic cette saison. Du coup, c'est super intéressant. Il y a aussi Yulmand du Sporting, le Sporting réalise une super saison avec Gyökeres, Gonzalez et Edwards, Trincao. Mais Yulmand, au milieu de terrain, c'est assez solide. Est-ce que tu penses que ces deux joueurs pourraient potentiellement être titulaires en sélection? Oui, 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 clairement. Après, O'Reilly, je sais pas s'il sera titulaire tout de suite. Bon, après, il a 23 ans, donc déjà, il a quand même un peu d'expérience. Il devrait pouvoir jouer. Après, je sais pas s'il va être sélectionné parce qu'il y a quand même une grosse densité de joueurs à ce poste-là. Et je sais que on mise beaucoup aussi sur, bah, comme on a dit, comme on était entre deux générations, sur les jeunes joueurs qui arrivent. Et à 23 ans, dans beaucoup de championnats, ça reste jeune, mais dans les championnats nordiques, bah, c'est plus si jeune que ça parce qu'on forme très très jeune pour justement revendre derrière. Enfin bref, c'est tout un système. Mais je pense pas qu'il soit titulaire tout de suite, mais plutôt au profit d'autres jeunes joueurs, en fait, comme j'avais dit Christiansen, des joueurs comme ça. En fait. Ça marche du coup, merci. Et on va passer à Football Skiharam avec Bojan. Même si tu m'en as déjà parlé avec Milinkovic, Mitrovic, Vlahovic, Milenkovic, Pavlovic. Toi, c'est qui les joueurs super importants à avoir dans la team? Et s'il y a un petit crack de Serbie, on sait qu'ils en sortent souvent, donc je pense que tu as une petite liste. Ouais, je vais pas trop me répéter, j'en ai déjà parlé. Voilà, défensivement, Strahinja Pavlovic, c'est vraiment lui que je considère comme étant le leader de la défense. Après, au milieu de terrain, tu as Sergej Milinkovic-Savic. Euh, tu as aussi à côté de lui Sacha Lukic de Fulham, qui, je trouve, est un joueur qui est très très sous-coté, qui est resté pas mal de saisons du côté du Torino en Serie A, donc je pense que tu le connais un petit peu et qui est un joueur, voilà, pareil, profil box-to-box, très complet, qui sera un joueur à mettre un peu plus en lumière. Après, offensivement, j'ai évoqué Tadic et Mitrovic, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Comme crack, alors ça peut paraître étonnant parce que la Serbie est un pays qui sort énormément de jeunes. Pour autant, sur cet euro, je m'attends pas à avoir tu sais, un petit crack qui vient de percer cette saison en championnat, qui va aller à l'euro. Alors, il y a un temps, on a évoqué Costa Nedeljkovic, 18 ans, latéral droit de l'Étoile Rouge, qui fait sa première saison, qui a explosé, qui a un latéral très intéressant, mais qui s'est blessé et qui pourrait être la surprise de l'Euro, mais à voir s'il revient en forme de ce point de vue-là. Et si la Serbie joue à 4 défenseurs, ça peut être quelqu'un qu'on peut retrouver dans la liste. Après, comme joueur à découvrir, éventuellement Strahinja Rakovic, défenseur central de 23 ans qui vient du Zénith, qui a été formé à l'Étoile Rouge aussi, qui est un défenseur central moderne, très bon à la relance, très bon à contre-1. Et il y a un joueur, on en a parlé en off, que j'aimerais bien voir jouer un petit peu plus, c'est Lazar Samardzic de l'Udinese, qui je trouve ne joue pas assez. Après, quand tu as Tadic au-dessus de toi, c'est compliqué, mais qui est un joueur qui techniquement peut te débloquer des situations très facilement. Là, en amical contre Chypre, il a été passeur décisif, par exemple. Donc, sur une fin de match où c'est un petit peu compliqué, où tu dois faire la différence, faire entrer un Samardzic, ça a son intérêt, effectivement. Donc voilà, de manière générale. Ouais, moi, c'était vraiment lui que j'avais noté parce qu'il est vraiment auteur d'une super saison. On l'annonçait déjà cet hiver à Napoli et tout. Là, on l'annonce de la Juve, donc c'est vraiment un joueur super intéressant. Comme tu as dit, techniquement, il est super chaud. Ça s'est vu avec ses buts, il dribble super bien et tout ça. Mais moi, j'avais une autre question, c'est sur un autre poste, c'est au poste de gardien de but. Qui mettre titulaire? Est-ce qu'on met Rajkovic, Petrovic ou est-ce qu'on met Milinkovic-Savic?
qui est auteur de. Ça fait quelques saisons, il est auteur de bonnes saisons avec le Torino. C'est vrai que tu m'en as pas parlé et c'est une question qui est super intéressante. Je voulais en parler, mais j'ai oublié. C'est Vanja Milinković-Savić qui tient la corde. C'était lui le titulaire à la Coupe du Monde. C'est lui qui a été titulaire en qualification. C'est lui qui tient la corde pour le moment. Après, effectivement, quand tu as un Djordje Petrovic qui émerge et qui, lui, pour le coup, a un parcours vraiment, vraiment très particulier parce qu'il a été formé à Čukarički, qui est un club de la banlieue belgradoise, qui fait un très bon travail sur les jeunes, mais voilà, il n'a pas un parcours type, on dit, voilà, il a été formé à l'Étourgeau Partizan. Derrière, il s'est exilé en MLS. Chelsea vient le chercher. Et par des concours de circonstances, cette saison, il est titulaire. Et dans un contexte qui est assez compliqué, je trouve qu'il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Malheureusement pour lui, il a été titulaire dans l'amicale en Russie, perdu 4-0, mais le contexte, encore une fois, était très compliqué, parce que la Serbie a été réduite à 10 très rapidement. Donc, ça va être l'une des grandes questions pour Pixi, le sélectionneur, c'est qui mettre au poste de gardien. Je serais d'avis de mettre quand même Djordje Petrovic sur la dynamique, parce que je trouve qu'il est assez intéressant, il a pas mal de qualités, c'est un gardien longiligne qui est très bon sur sa ligne. Donc je serais d'avis de le mettre. Concernant Predrag Rajković de Majorque, même si Majorque fait une saison très intéressante et qu'ils ont été en finale de coupe, il est pour le moment et dans l'esprit des Serbes aussi troisième gardien. Donc à voir. J'aimerais bien voir Djordje Petrovic, mais je pense que la raison fera que Vanja sera titulaire. Ça marche du coup. Merci à toi pour cette analyse. Tu m'as répondu à la question parce que moi je voyais vraiment Milinkovic vraiment le vrai titulaire. Mais comme tu as dit, il y a Petrovic qui a son épingle à tirer du jeu. Et on va passer à l'Angleterre. On connaît un peu tous les joueurs, on connaît un peu les cracks. On sait qu'il y a Mainoo qui sort bien de Manchester United. Il y a peut-être Brown White de Everton qui aura son mot à dire en sélection. Pour toi, l'Angleterre, du coup pour Marie de joueur anglais, pour toi, l'Angleterre devra vraiment miser sur qui les grands joueurs à miser. On sait qu'il y a Harry Kane qui sera sûrement le taulier de cette sélection. Il y a Pickford aussi qui sera super important derrière. Pour toi, vraiment, l'Angleterre doit miser sur qui? Oui, on a le leader du vestiaire qu'on ne souhaite pas avoir titulaire évidemment, Henderson. Il est là, il a son importance dans le vestiaire, c'est le plus grand leader, bon, avec Walker bien sûr, du groupe, et c'est quelqu'un qui a beaucoup gagné dans sa vie, contrairement à Harry Kane. Ce qui est un peu malheureux avec un joueur de son niveau, parce que avoir ce mental de vainqueur, savoir gagner, c'est très important en football. Donc, ce qui est arrivé en Bundesliga, ça ne doit pas plaire aux supporters de l'Angleterre parce que ça peut affecter le mental d'un joueur. Un Bayern qui gagne le championnat pendant 11 ans, après tu fais ton transfert pour espérer décrocher un titre, ça tourne mal. Ça peut briser quelque chose dans le mental d'un joueur. Donc ça, c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Angleterre. On verra avec la Ligue des Champions si Kane peut gagner quelque chose. Je pense que s'il gagne quelque chose, ça peut affecter positivement son euro. Mais s'il termine avec une saison blanche, ça va être une super déception. Ça risque d'être compliqué s'il ne se relève pas. Donc, il y a Walker aussi, qui est pour moi un capitaine de cette équipe. Pour moi, c'est vraiment le capitaine de cette équipe-là. C'est un leader, voilà. Il y a Rice aussi, qui est un leader, mais qui n'a pas fait une Ligue des Champions impressionnante, malheureusement. Même s'il fait une bonne saison, sa Ligue des Champions nous laisse un peu sur notre faim, même si en équipe nationale, il a toujours réussi ses compétitions. Donc, je pense qu'on doit compter sur Anderson, sur Walker, sur Rice et éventuellement Kane selon sa saison. Après, pour les cracks, comme tu as dit, hein, les joueurs anglais, je pense qu'ils sont assez médiatisés. Donc, mais quand même, je mets une petite pièce sur Anthony Gordon. Voilà. Je pense qu'il a une carte à jouer dans le couloir gauche. Foden, c'est pas son meilleur poste. Il n'aime pas trop être collé à la ligne, et animer le couloir gauche parce que c'est pas son profil. Alors qu'il y a Gordon qui se rapproche plus du profil de Rashford. Donc voilà, il est très rapide, c'est un bon dribbleur,
il prend ses chances, voilà, il a de la personnalité et il est bon dans le repli défensif. Surtout qu'on n'est pas sûr concernant le couloir gauche, donc c'est un joueur qui peut être très intéressant que moi, je mettrais titulaire, très, très franchement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut surprendre à l'Euro et j'y crois. Super intéressant, Gordon, j'y avais pas pensé, j'avais plus pensé côté gauche, plutôt Rashford ou Grealish. Et avant de passer au petit prono du groupe, au classement, est-ce que vous avez des questions entre vous? Je sais pas si vous avez, avec ce visio, si vous avez des petites interrogations à propos de chaque nation représentée. Moi, j'ai une question, enfin, plutôt une remarque par rapport à la sélection danoise. Je ne pense pas qu'on a parlé de Joachim Andersen. Lui aussi, à l'image de Sasa Lukic, c'est un joueur très sous-coté et qui fait une superbe saison en Première Ligue. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Donc, il faudra compter sur lui. Je sais pas si tu as une réponse ou si ça te va, elle a dit les choses qu'il Ah fallait oui, dire. oui, non, mais clairement, après, c'est pareil, au niveau de la défense, il y a énormément de tauliers, donc ça va être difficile à bouger. Mais non, moi, je suis d'accord, bah, il devrait de toute façon faire partie de la sélection, je pense, parce que le sélectionneur danois a vraiment des yeux partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Et justement, dans un championnat autant médiatisé que la Première Ligue, c'est sûr qu'il le suit de très, 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 très près. Donc oui, il va sûrement faire partie de la sélection. Et voilà, donc ça ne m'étonnerait pas de le voir jouer à l'Euro, clairement. Bah, du coup, merci à vous. On va passer à la dernière étape avant le quiz, les pronos du groupe. On peut commencer comme d'habitude par football slovène. Et Gabriel, du coup, pour toi, c'est quoi le classement final de ce groupe après avoir écouté tous les intervenants? Euh, franchement, ce groupe, il est dur. Je pense quand même que l'Angleterre finira premier. On sait ils peuvent avoir une tendance à choc, mais c'est une fois qu'on arrive après les poules, généralement les qualifs et les poules, c'est plutôt sans histoire pour l'Angleterre. Et derrière, ça va être la guerre. En vrai, c'est dur. Le truc, c'est que sur le papier, ce serait logiquement Danemark. Et après, ça se joue entre cousins éloignés avec la Serbie. Mais, euh, mais bon, vas-y, vu qu'on est là pour être chauvin, Slovénie 2. Oh, c'est dur. Allez, et Serbie 3 et le Danemark, malheureusement, la déception. Ça clique pas alors. Ah, c'est le moment de répondre et de donner ton classement, du coup, Antonin. Bah oui, non, franchement, c'est un groupe très ouvert, donc forcément, il peut y avoir des surprises. Bon, je mettrai l'Angleterre forcément premier quand même, parce que ça reste l'Angleterre, il y a des joueurs exceptionnels. En deuxième, je mettrai quand même le Danemark, dans le sens où je pense que ça va jouer avec la Serbie, parce que enfin, c'est juste de la logique, entre guillemets, mais le football n'est pas toujours logique. Mais justement, par rapport au fait que si la Serbie n'arrive pas à s'adapter tactiquement, euh, bah, ça peut être compliqué face au Danemark qui justement a plusieurs cordes à son arc, comme je le disais tout à l'heure avec les différentes formations. Donc je pense qu'ils peuvent peut-être prendre le dessus comme ça, en changeant peut-être de système pendant le match. Donc voilà. Et je mettrai la Slovénie en 4 parce que dans le sens où bah, il n'y a pas vraiment d'expérience avec la sélection nationale justement à ce niveau, enfin dans cette compétition. Et ça peut être compliqué. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une compétition où ça se joue en 3 matchs. Il suffit de commencer par une victoire surprise et derrière, ça déroule. Donc voilà. Ça marche, on va passer à Football Skihram et qui nous avait un peu dit la Serbie premier. Donc, on attend ton classement qui mettra sûrement la Serbie premier, quoi. Non, je vais être un petit peu sérieux pour une fois. L'Angleterre premier, ça c'est certain pour moi. Après, je mettrai le Danemark en deux. Sur ce qu'Antonin a dit, c'est assez juste. Voilà, une équipe qui est plus mature tactiquement que la Serbie. Je pense que ça fera la différence. Et du coup, la Serbie en trois. Désolé pour la Slovénie, du coup, mais j'estime qu'entre les deux équipes, ce qui peut faire la différence aussi, c'est la profondeur de banc dans un match où tu as besoin de réajuster. Euh, Après, je pense que vous l'avez compris, je suis loin d'être optimiste sur cet euro. Je peux même considérer que même si on finit en troisième, on peut ne pas passer le groupe, hein, parce que c'est toujours l'histoire des meilleurs troisièmes.
il y a toujours dans l'histoire de la Serbie cette enflammade générale et comme on disait tout à l'heure, sur le papier, c'est une belle équipe. Le problème, c'est que cette équipe-là n'a jamais fait ses preuves en compétition internationale. Donc, je préfère être mesuré pour une fois et, faire une prévision un peu plus modeste, on va dire, plutôt que de dire on va faire la demi, etc. Mais à minima, la Serbie doit au moins battre la Slovénie et faire nul contre le Danemark. Ça, pour moi, c'est une certitude. Après, à voir comment ça se passe. Mais pour moi, cette Serbie-là sera troisième. Excuse-moi. On passe aux favoris. Du coup, tout le monde a mis l'Angleterre premier. Du coup, est-ce que toi, je pense oui, mais est-ce que tu vois l'Angleterre finir premier de cette Oui, poule? on assume le statut. On va assumer le statut de favori. Je pense que l'Angleterre, ça va pas être facile, hein. C'est un groupe compliqué, mais l'Angleterre va finir premier, je pense. Après, pour moi, en deuxième position, il y aura le Danemark. Après, pour la troisième place, je pense que ça va être serré entre la Serbie et la Slovénie, parce que pour moi, la Serbie, leur dernier résultat, enfin, c'est pas très rassurant. Donc, même s'il y a des joueurs comme Mikovic qui peuvent se transcender lors de ces compétitions-là. Du coup, voilà. Après, je pense que ça va se disputer entre la Slovénie et la Serbie pour la troisième place. Donc, forcément, quelqu'un va finir quatrième. Et je pense que c'est la Slovénie qui va finir quatrième, désolé. Du coup, je vais clôturer ça avec mon classement. J'ai vraiment pris toutes les informations que vous m'avez dit. On va pas se le cacher, l'Angleterre terminera premier, mais je vais un peu partir comme Gabriel. Je vois vraiment la Slovénie deuxième. Ils ont vraiment ce jeu alléchant et tout ça qui sera super intéressant et qui l'ont démontré aussi face au Portugal. Après, c'est sûr que la profondeur de banc, du coup, jouera beaucoup. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens un peu la Slovénie faire quelque chose. Et j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, je les vois deuxième. Après, c'est vraiment c'est mon avis, c'est pas la chose exacte. Et en troisième, je sais pas si c'est mon cœur qui joue pour ça, mais j'ai besoin de voir Vlahovic heureux. J'ai besoin de le voir passer cette phase de groupe et pourquoi pas aller loin. Donc, pas pour Kostic, hein, parce que Kostic, je le déteste vraiment. Je le trouve vraiment très nul. Pour moi, c'est un joueur qui s'est seulement centré. Et Tu après, peux je sais pas, pas si. non, je suis obligé de couper, tu peux pas dire ça, tu peux pas, je suis désolé, j'ai vu à l'Eintracht en piston, c'est un bonheur, c'est à un moment donné, voilà, c'est juste que Allegri ne connaît pas le football, mais tu ne peux pas dire ça de Philippe Kostic, non, je peux pas. Je t'aimais bien pourtant, mais non, c'est Kostic. C'est vrai, c'est vrai. Alain Ce Trask, qu'il c'était a fait incroyable. en Allemagne avec Francfort, c'est un animateur hors pair sur son côté. Ouais. Kostic, tu manques de respect à Kostic. Non, mais je manque pas de respect. Peut-être je parle vraiment en tant que supporter de la Juve, mais vraiment, Kostic, je le kiffe à l'Eintracht Francfort. Il m'a fait kiffer, que ce soit contre le Barça, en Europa League, etc. Mais il est venu à la Juve, je ne sais pas si. Après, c'est sûr que le jeu d'Allegri joue. Mais j'ai l'impression que ce mec ne sait que centrer. Il ne sait pas dribbler, il ne sait rien faire d'autre chose. Il sait que centrer. Il centre super bien, ça on ne va pas se le dire, c'est une super qualité. Mais techniquement, je le trouve vraiment en dessous. Il ne sait pas dribbler. Sa palette technique, elle est pas développée. Elle est bizarre. Alors que je ne sais pas si le saut Francfort-Juve était trop haut, mais j'ai l'impression qu'il a un seul truc, c'est son pied gauche et qu'il s'est centré. Je ne sais pas si vous voulez encore revenir sur ça, mais j'ai un problème avec Kostic. J'ai lancé un débat là. Non, mais après, oui, Kostic, ses qualités, ça a toujours été, quand il a été en Allemagne, ça a été la vitesse et sa qualité de centre. Mais c'est peut-être pour ça que quand il était à Hambourg et à Stuttgart, il n'arrivait pas à faire cette différence-là, que dans une position plus reculée, où justement il peut avaler les kilomètres, etc., il est beaucoup plus intéressant. Je pense que c'est un problème d'utilisation du joueur. Il y a des joueurs qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à s'adapter à différents systèmes. Ça peut être une faiblesse, tu vois. Mais oui, c'est clairement un joueur que tu mets dans une défense à 3 en tant que piston. À la Lazio, par exemple, avec Tudor, il serait très bien là-bas. Tu vois. Mais dans cette Juve-là, non. Enfin, c'est clair qu'il n'a pas. Je comprends ta frustration. En plus, c'est ton club, donc tu parles avec le cœur. Mais oui, c'est juste que plus haut sur le terrain, ça ne le fait pas. C'est vrai que c'est important. Et comme tu as dit, je le verrai un peu plus en piston. Mais après, quand la Juve elle joue avec 3 derrière, c'est vraiment compliqué pour les pistons parce que vraiment derrière, il faut aussi faire le taf. Parce que quand tu vois que Rougani est titulaire, c'est très compliqué. À côté, on a Danilo qui est
qui est pour moi pas un vrai central. Il y a juste Bremer qui est vraiment une sûreté en défense, donc c'est vraiment compliqué. Après, j'espère vraiment qu'il va exploser l'année prochaine si on a un nouveau coach et avec un coach comme Thiago Motta qui fait super bien jouer son équipe. Je pense que ça peut le faire et vraiment, ça reste une interrogation et on verra. J'espère que me donnera raison et me fera changer d'avis parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais là, à l'heure actuelle, vraiment, je suis vraiment pas satisfait de ce qu'il fait. Et voilà. Bon, merci en tout cas à tous les quatre. On va passer sur la dernière étape de la vidéo, le côté un peu plus fun. On va faire un quiz sur 7 questions. Cette question, il ne faut pas se poser la question pourquoi 7. Vous l'avez sûrement déjà bien compris. On parle du meilleur joueur de l'histoire pour moi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Cette question sur un euro qui sera tiré au sort. Les 2 dernières questions, ça sera un qui suis-je, c'est-à-dire une genre de petite biographie et ça sera à deviner. Le gagnant gagne le remerciement et les félicitations de tout le monde. Voilà, il n'y a pas trop de gagne. En espérant que ça soit l'euro que vous gagnez. Et ça sera au lever de main. Au moins, il n'y aura pas de problème. Un exemple, je pose une question. Si un il lève la main, je lui dis il a faux, mais il doit attendre que les 3 autres répondent. Et voilà, au moins le fonctionnement est bon. Je vais commencer à tirer au sort. Ah, c'est un euro sympa. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'euro 2016. C'est assez récent. Donc voilà, vous avez des questions ou on peut partir. Alors, du coup, j'ai pris ma feuille et on débute par une question assez facile, en tout cas je l'espère. Qui a été le meilleur passeur de la compétition aux côtés de Eden Hazard lors de l'Euro 2016? Marie, du coup? Je vais essayer Payet. Non, c'est faux. Presque. C'est pas lui. C'est pas un Français, si vous voulez un indice. Ah, ça réfléchit, ça réfléchit. Je vais vous donner un petit indice. Il a joué dans mon club, à la Juve. Football ski. Je dirais Cristiano. Non. Ronaldo. Non, c'est pas lui. Du coup, Non. il reste plus que Gabriel et Antonin. Et après, on peut redonner la main à chacun. Perso, j'en ai vraiment aucune idée. Là. Je sais pas. Hein. Ah ouais, je suis du père aussi. Hein. Et du coup, est-ce que quelqu'un veut retenter ou je redonne encore un indice sur le joueur? Du coup, je redonne un indice. Il est connu pour une certaine malédiction lorsqu'il marque. Est-ce que du coup je peux retenter ou pas? Oui, c'est tout le monde. Du coup, c'est à toi. Et après, je donnerai à Marie si tu l'as pas. Aaron Ramsey. C'est ça. Ramsey Aaron avec. Ramsey. C'est ça. C'est Ramsey avec 4 passes D, à égalité avec Eden Hazard. Ça donne un point du coup à la Serbie. Et on verra du coup dans cette poule qui finira premier au quiz. On passe à la deuxième. Lors de l'Euro 2016, combien de buts ont inscrit le Portugal dans la compétition? Marie? 10. Non, presque. 11. Non, t'as plus le droit. Je suis désolé. Du coup, à Antonin? Ouais, j'aurais dit 12. Non, un peu loin. Gabriel? Bah, 11 alors. Toujours pas. Du coup, il te reste. C'est à toi, Boyan. Du coup, c'est du pif, François, maintenant là. Je dirais 9. 9. 2 points pour la Serbie. Du coup, alors, il y a un but contre l'Islande, 0 contre l'Autriche, 3 contre la Hongrie, un but contre la Croatie, 1 contre la Pologne, 2 contre le Pays de Galles et du coup 1 contre l'équipe de France. Ça fait 9 buts et on va passer à la 3e question. Qui a inscrit un doublé lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Islande sur le score de 5-2? Marie? Giroud. C'est Giroud. 2 points pour la Serbie, 1 point pour l'Angleterre. On passe à la 3e. Lors de cet euro, combien de buts a inscrit Cristiano Ronaldo? Marie? 7. Non, c'est faux. C'est trop. Antonin? 3. 3. Le premier point du Danemark avec 3 buts pour Cristiano Ronaldo. Et on va passer sur la dernière question avant de faire les 2 qui suis-je. Lors du 8e de finale opposant la Pologne et la Suisse qui a vu la Pologne gagner au tir au but, pouvez-vous me citer l'unique joueur de la Suisse à avoir manqué son penalty? Marie? Chaka. C'est Xhaka. Ça fait 2 points pour Marie, 2 points pour Boyan et 1 point pour Antonin. Et il y a Gabriel qui fait acte de présence sur ce quiz.
mais qui pourra se rattraper sur le qui suis-je. Alors, je vais commencer. Je vais mettre quand même la feuille comme ça. Au moins, je vois qui lève la main. Alors, formé à l'Atalanta, j'atteins mon plein potentiel au Sassuolo. Et du coup, juste petite info, c'est que des joueurs en rapport avec cet euro. Ils ont fait quelque chose, on les retient grâce à cet euro. Après 2 saisons de haute volée, je gagne mon transfert dans un top club européen. Avec ce club, je découvre Gabriel. Zappacosta? Non, c'est faux. Avec ce club, je découvre pour la première fois la Ligue des Champions. Lors de ma première saison avec ce club, j'inscris le but qui permet à mon club de dépasser le Napoli en tête du classement. Personne. Après une saison dans ce club, je suis prêté à West Ham, puis à Valence, avant de retourner en Italie pour jouer avec le Torino. Toujours pas? Toujours pas, toujours pas. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans. Tu veux tenter, Boyan? Non? Marie, tu veux tenter? Du coup, C'est un italien, le nom. Je perds le nom en fait. C'est un italien. je sais pas. Zaza, c'est ça? C'est Simone Zaza. Du coup, après, j'ai été la risée des réseaux sociaux de l'Euro 2016 après un penalty manqué d'une drôle de façon. Mon prénom est Simone. Dernière question. Ça va se jouer entre Boyan qui a 2 points, Marie qui a 2 points, Antonin qui a 1 point et il y a Gabriel qui a 1 point. Bon, tu joues pour le fun. Ça va être J'ai encore 3 points. Attention, j'ai 3 points. 3 points. Je suis très nul en maths. Mais du coup, vous jouez pour le fun. Alors, je vais commencer. Je ne suis pas né dans le pays pour lequel je joue en sélection. Je joue actuellement dans un pays hors de l'Europe. J'ai eu la chance de jouer dans 4 des 5 plus grands championnats d'Europe. Ma dernière expérience dans le top 5 européen a été à l'Olympique Lyonnais. J'ai remporté la Ligue des Champions à 2 reprises. J'ai joué pour l'Inter et pour Stoke City. Football ski. Ça me fait mal au cœur de le dire parce qu'il nous a fait énormément de mal, mais Xherdan Shaqiri. C'est ça, Shaqiri. Après, la suite, c'était je suis à 2 sections de devenir le joueur le plus capé de la Nati. Et du coup, il était important pour cet euro-là, avec sa volée acrobatique face à la Pologne. 3 points pour Boyan, 3 points pour Marie. Bon, je vais monter une dernière question que j'avais préparée quand même en amont. En cas d'égalité, ça va du coup jouer entre vous deux. Alors, une question à 4 points, non, peut-être Bon, on va faire une question à 4 points. On ne sait jamais. Question à 4 points, celui qui a juste à cette question, il gagne tout. Alors, vous pouvez être à une minute de plus ou 1 minute de moins. Du coup, face à la Roumanie lors du match d'inauguration, Payet a donné la victoire à l'équipe de France avec son fantastique but. Quelle était la minute de ce but? Antonin? 73? Non, c'est faux. Marie? 83. 83? Non, c'est faux. Je crois, Gabriel, tu as levé la main. 87? Non, je suis désolé, non. Du coup, il y a Boyan qui peut donner sa réponse et après, tout le monde peut reparticiper. 85? Non. Antonin? Et du coup, je vais dire 89. C'est la minute exacte. C'était à la minute 89, le fantastique but de Payet, le braquage du Danemark qui finira premier de cette poule. Voilà, en tout cas, merci, c'était super fun de faire ça avec vous. J'espère que j'étais à la hauteur de mes invités pour tout le monde. En tout cas, merci pour votre présence. Merci à Gabriel pour la Slovénie. Merci au Danemark pour Antonin. Merci à Boyan pour la Serbie. Et merci à Marie pour l'Angleterre. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non, bah merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'est super sympa. Puis bah, on va passer un bon euro, j'espère. Merci. Je dirais, s'il y a un match à pas rater dans ce groupe, je dirais quand même que c'est le Slovénie-Serbie, du fait de la proximité géographique, de la diaspora serbe notamment en Allemagne. Le fait deux pays Yougo qui se rencontrent, ce sera forcément la plus belle ambiance du groupe et ça pourrait être un match déterminant pour la qualif. Effectivement, grosse diaspora, et puis on n'oubliera pas que vous nous êtes passé devant à la qualif à l'Euro, enfin pour l'Euro 2012, un barrage qui s'est mal pas, enfin
un petit passif sur les qualifs de l'Euro. L'Euro 2000 où on fait 3 partout dans un match fou. Donc ouais, ça sera un très très bon match à suivre. Voilà. C'est clair. Merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir de parler foot avec vous tous. J'espère qu'on pourra se retrouver en Allemagne. Hein. Je ne sais pas si vous avez prévu, mais moi j'ai prévu. Ouais, ben, moi aussi, j'ai prévu d'être côté de la Roue, où il y aura l'Italie, il y aura le Portugal, la France qui viendra aussi, il y aura l'Espagne, cette poule de l'Italie, et pourquoi pas se rencontrer dans la vie réelle, quoi, pas en visio. En tout cas, merci pour votre participation. C'était vraiment très intéressant. On a vraiment appris des choses et en espérant qu'il y a une prochaine. Du coup, voilà les gars, la vidéo touche à sa fin et merci à tout le monde. It's not a game, it's a rich thing.